Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci à Laurence pour son invitation. Merci à Patrice pour la discussion que nous avons eue à ce sujet. Alors, d'habitude, j'essaie d'expliquer les choses clairement, mais le sujet de ce soir m'invite au contraire à entrer dans un peu plus de complexité parce que c'est vraiment pas un sujet simple. Ma première remarque, elle consistera à dire que notre façon de parler de la mort évoque souvent l'idée d'une métrique implicite qui permettrait de mesurer la distance qui nous sépare d'elle. On parle de la mort comme si elle était à une certaine distance de nous ou à une certaine durée par rapport au présent dans lequel nous sommes. Autrement dit, on la situe quelque part dans l'espace-temps, à une distance qui est plus ou moins grande. Par exemple, on parle de frôler la mort, comme vous l'avez fait à l'instant, d'expérience de mort dite imminente. L'adjectif imminente pouvant avoir une connotation temporelle, la mort est en train d'arriver, elle est presque là, elle est en train d'advenir, ou bien une connotation spatiale. On est tout près de la mort, elle est là, juste derrière la porte. Mais est-ce qu'il y a vraiment une porte qui nous sépare de la mort? On parle aussi, d'ailleurs, ça figure dans le titre de ce colloque, on parle des frontières de la mort, comme si elle était soit dans un autre espace que le nôtre, soit si elle était ailleurs que là où nous sommes, dans le même espace que nous, mais séparée par une certaine frontière. Mais est-ce qu'on arriverait à parler de la mort autrement que par cette sorte d'analogie? En fait, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on parle de la mort comme si on pouvait être plus ou moins loin d'elle. On lui attribue même des qualificatifs. On parle de mort lente, de mort cérébrale, comme s'il y avait plusieurs sortes de mort, ou comme s'il y avait plusieurs sortes de chemins vers la mort. Or, il me semble que la mort, excusez-moi pour le truisme, est un état dont nul ne revient. Je pense que c'est même une assez bonne définition de la mort. Et ça veut dire que aucun état de conscience, aussi végétatif soit-il, aucune expérience cérébrale, aussi éclairante soit-elle en apparence, ne peut être considérée comme une expérience de la mort proprement dite. Si on revient de cet état, on peut se sentir mourir sans que, dans cette aventure, la mort ne se soit laissée voir, ni même entreapercevoir. Il se peut, là je formule une simple hypothèse, que la mort ne ressemble à rien de ce que l'on vit dans l'expérience du mourir. Les expériences de mort imminente nous apprennent des choses fondamentales sur certains états de conscience, et je pense que ça sera discuté après moi dans le courant de cette soirée, mais elles ne disent rien sur la néantisation de la conscience que pourrait être la mort. Donc il y a une première question, c'est est-ce qu'on a le droit de parler de la mort comme d'un cas de conscience? Ou est-ce que finalement la mort, étant une sorte de néantisation de la conscience, ne peut être approchée par aucune sorte d'état de conscience qui la précéderait? Alors je sais que vous allez m'interroger en tant que physicien sur la conscience, est-ce qu'elle est réductible à son substrat matériel, c'est-à-dire à son cerveau au cerveau et à son activité cérébrale? Je pense que c'est une question qui est non résolue, c'est-à-dire personne ne sait dire, on pourrait dire la même chose de la vie, si la conscience bénéficie de ce que j'appellerais une extraterritorialité par rapport aux lois physiques. Autrement dit, la question qui est posée est celle-ci: est-ce que la conscience, c'est quelque chose qui est produit directement par une matière dans un état très complexe qui est celui du cerveau? Autrement dit, la conscience serait produite par un substrat matériel très complexe, très régi par exemple par les lois de la physique quantique, ou est-ce que la conscience, c'est plus que l'activité cérébrale, c'est-à-dire c'est plus que ce que le cerveau produit comme interaction électromagnétique en son sein, auquel cas les lois de la conscience ou la conscience serait une propriété émergente qui n'est pas directement déductible de la description physico-chimique de ce qui se passe à l'intérieur d'un cerveau. Et d'ailleurs, la question de la conscience, il me semble qu'on pourrait la renverser complètement, et plutôt d'essayer de définir ce qu'on appelle la conscience produite par un cerveau, par exemple, de se demander pourquoi nous considérons qu'un morceau de bois, un morceau de métal, une table n'a pas de conscience. Et donc, si on expliquait la non-conscience des objets qu'on qualifie d'inertes, est-ce qu'on s'aiderait à mieux comprendre la conscience des objets qu'on qualifie de façon autre? Et donc, ce préambule étant fait, je vais vous parler de la mort pour vous dire, en somme, que je sais pas quoi en dire.
et je souhaite bon courage à ceux qui vont me suivre au cours de la soirée. Euh, Seuls les morts connaissent la mort, et encore, c'est pas sûr que les morts connaissent quoi que ce soit. Les vivants en ignorent tout, ils ne font que l'imaginer. Alors ma première remarque, elle consistera à dire que le concept de mort est difficile à définir, car la mort comme phénomène est elle-même difficile à cerner. Elle renvoie à la fois au phénomène de la fin, d'une part. Le phénomène de la fin, c'est l'expérience de la fin de vie, et en même temps à la fin du phénomène, c'est-à-dire à la fin du sujet qui peut être conscient lui-même. De sorte qu'elle porte en elle-même une double ambiguïté, celle du néant. La mort, c'est une forme de néant, telle qu'on l'imagine de façon assez classique, et c'est aussi l'expérience de l'inconnu radical. Par ailleurs, en physique, nous comprenons la corruption, nous comprenons la transformation, la dissolution. Nous saisissons que quelque chose subsiste quand les formes passent. Nous comprenons le changement, mais la mort, elle tranche sur tout cela. Elle est irrécusable et indéniable. Elle reste réfractaire à la pensée, réfractaire à la physique, comme si elle était transcendante par rapport à tout ce que nous pouvons vivre dans le monde empirique. En tant qu'expérience, en effet, la mort est proprement invivable, puisque nous ne pouvons pas éprouver l'instant de notre mort. La mort n'est jamais un présent de la conscience. C'est un truisme que je rappelle là, dans la formulation par les anciens, notamment par Épicure, qui disait quand je suis là, la mort n'est pas là. Ce truisme était destiné à dissiper la crainte qu'elle inspirait. La mort ne m'aura pas vivant, disait Cocteau. En gros, si la mort n'est jamais maintenant, pourquoi s'en soucier? Elle est pour nous un éternel avenir tant qu'elle n'est pas là. Et donc, moi je dirais que la mort, elle oblige en quelque sorte le temps de la vie à sortir de ses longues, c'est-à-dire à sortir de lui-même. Elle est donc pour le cours du temps une sorte de transition de phase radicale, une transition de phase nimbée d'ignorance, une singularité destructrice dans la durée même de l'être. J'ai même presque envie de dire que notre relation avec la mort ne peut pas se faire dans la lumière, même si ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente racontent souvent avoir vu de la lumière, une lumière très spéciale, très apaisante, disent-ils. Mais quitte à me répéter, je pense que la mort nous met en relation avec quelque chose qui ne vient pas de nous, qui n'est pas dans le prolongement de tous les événements que nous avons pu vivre avant qu'elle advienne. Mais bien que notre relation à elle soit un non-savoir absolu, la mort en tant qu'événement est la certitude par excellence. On pourrait même dire qu'il y a un a priori de la mort. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous savons que cela va se passer et que cela peut se passer à tout moment. Marcel Conche, le philosophe Marcel Conche, se demandait même si ce n'est pas je cite, cette possibilité permanente de la mort qui impose la notion d'instant. Et je pense qu'il y a une question presque métaphysique qu'on peut tous se poser, qui est de savoir, lorsque quelqu'un meurt, est-ce qu'il est capable de reconnaître la mort quand il meurt? C'est-à-dire, en imaginant qu'il demeure conscient, est-ce qu'il est capable de se dire, au moment où il meurt, je meurs? Et ça pose la question de savoir comment est-ce que la mort peut être vécue, si j'ose dire, de l'intérieur ou bien de l'extérieur. Moi, j'ai pu assister à la mort d'une personne dans une chambre d'hôpital il y a quelques années, et j'ai eu l'impression que mort vue de l'extérieur, c'est d'abord la disparition dans l'être qui est en train de mourir, qui est mort, de ces mouvements expressifs qui le faisaient apparaître comme vivant. Soudain, le visage devient un masque. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Il n'y a plus de réponse possible, il n'y a plus de signe, une espèce de, j'appellerais ça un refroidissement de l'apparence, et j'ai l'impression que la mort, cette sorte d'immobilisation qui réduit le corps à quelque chose de muet et de décomposable. Mais qu'est-ce que ça donne quand on regarde la même chose de l'intérieur du corps? Je me suis souvent demandé, au moment où un corps meurt, qu'est-ce qui se passe au niveau des molécules, de ces atomes? D'où vient qu'il est décomposé? Pourquoi le corps, lorsqu'il est vivant, échappe à la décomposition? Et pourquoi, une fois mort,
certaines liaisons moléculaires, chimiques, se réorganisent et le corps devient, enfin, se décompose au bout d'un temps plus ou moins long. Ça, c'est une question à laquelle je crois qu'on ne sait pas répondre. Et la notion de mort fait en général naïvement à croire que les organismes vivants sont composés d'entités stables qui, au jour de leur mort, désagrègent leurs liens et se dispersent. On le sait depuis pas mal d'années, cette image est globalement fausse. Par exemple, les molécules organiques qui forment nos tissus quittent notre organisme dans une ronde incessante et sont remplacées par d'autres. La vitesse de ce remplacement, de ce renouvellement, même dans des tissus comme l'os, qui ont l'apparence la plus solide, est très rapide, de sorte qu'on peut dire que l'unité spatio-temporelle, disons historique, d'un être humain dans son développement s'apparente un peu à celle d'un régiment qui a gardé le même nom et le même drapeau depuis quelques siècles, alors que les noms des hommes qui le composent ont changé plusieurs fois. Une cellule dans le corps est constamment remise à neuf. Nos globules rouges ont une espérance de vie de 120 jours. Les cellules de nos alvéoles pulmonaires sont remplacées toutes les semaines. Un organisme vivant est donc comme une sorte de bateau de Thésée qui était perpétuellement réparé et dont les sophistes d'Athènes se demandaient au fur et à mesure que les pièces en étaient modifiées ou remplacées s'il s'agissait encore du même bateau. On a longtemps pensé que la disparition de nos cellules, comme notre propre disparition, ne pouvait résulter que d'accidents, de destruction ou d'usure, d'une incapacité intrinsèque à résister au passage du temps et aux agressions de l'environnement. On sait aujourd'hui que les choses ne sont pas si simples. Nos cellules possèdent tout au long de leur existence le pouvoir de s'autodétruire en quelques heures. Et leur survie dépend, jour après jour, de leur capacité à percevoir, dans l'environnement de notre corps, le langage des signaux émis par d'autres cellules qui seuls leur permettent de réprimer le déclenchement de leur autodestruction. En fait, les cellules sont toujours au bord du suicide, si l'on peut dire. Pour chacune de nos cellules, vivre, c'est en permanence réussir à repousser, pour un temps, le déclenchement d'une mort prématurée, d'une mort avant l'heure. Et c'est cette fragilité même, ce sursis permanent, et surtout l'interdépendance qu'ils font naître entre nos cellules, qui permettent à nos corps de voyager à travers le temps, de se reconstruire en permanence et de s'adapter à des environnements perpétuellement changeants. Et on peut se demander si ces relations que la vie entretient avec le suicide cellulaire, l'apoptose comme on l'appelle, sont également à l'œuvre dans les processus de vieillissement des organismes. Le vieillissement de nos corps résulte-t-il uniquement d'une usure inévitable ou bien notre fin procède-t-elle d'une forme d'autodestruction? En d'autres termes, existe-t-il un lien entre les mécanismes moléculaires qui contrôlent le suicide cellulaire et ceux qui contrôlent le vieillissement de nos cellules et de nos corps? Autrement dit, la mort est-elle un phénomène dont la science puisse parler? Alors, je dois reconnaître que je ne suis pas du tout compétent pour traiter cette question, mais j'ai relu un livre qui avait été publié en l'an 2000, par André Clasfer et Frédéric Reva, deux biologistes, et celui s'intitule La biologie de la mort. Et ce qu'ils expliquaient au long de ces 300 pages, c'est que la mort reste un problème scientifiquement non résolu. Personne ne sait dire pourquoi nous mourrons, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Statistiquement, on voit que la mort gagne à tous les coups, mais on ignore pour quelle raison. Contrairement à ce que dit le sens commun, on ne meurt pas parce que l'on s'use. Le vieillissement, défini comme la perte progressive de la capacité d'adaptation de l'organisme aux conditions variables de l'environnement, n'est pas en lui-même une pathologie. Maladie et susceptibilité à la maladie sont deux choses bien distinctes. On peut certes mourir parce qu'on est malade, mais on ne meurt pas du seul fait d'être susceptible d'être malade. Et donc, loin d'être direct, le lien entre mort des cellules et mort de l'organisme, entre la mort du tout et la mort de celle de ses parties, est certainement très complexe et très enchevêtré. Je viens de dire que la mort cellulaire joue un rôle crucial pour la vie de l'individu, tant au cours du développement embryonnaire que chez l'adulte, mais symétriquement,
Et je pense que on abordera cette question avec beaucoup plus de savoir et de compétences tout à l'heure. La survie incontrôlée d'une cellule qui aurait dû mourir peut mettre l'organisme en danger de mort. Le cancer est l'exemple le plus connu d'une telle anomalie. Il peut faire mourir par excès de vie, laissant proliférer des cellules qui étaient pourtant condamnées à mort. Cela suffit, à mon avis, pour démontrer que la vie et la mort des cellules entretiennent avec la vie et la mort des individus qu'elles composent des relations beaucoup plus subtiles que ce que l'on pourrait croire. Alors, on peut aussi parler de la mort, non pas comme phénomène physique ou existentiel, mais comme une sorte de puissance destinale. C'est-à-dire que, pour citer Villon, le poète François Villon dans son testament, qui disait « Je connais que pauvres et riches, sages et fous, prêtres et laïcs, morts saisis sans exception. » Ça veut dire que il n'y a pas de plus universellement démocratique que la mort. La durée est la même pour tous, mais la conclusion, elle, l'est. Et cette perspective de la mort habite la vie même. Montaigne disait « Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie ». Annonçant sur ce point Heidegger, qui est encore plus radical, en disant que pendant la vie, vous êtes mourant. Avec cette idée que nous serions en fait en permanence, durant notre vie, des sortes d'hommes et de femmes de Schrödinger, c'est-à-dire des superpositions quantiques d'un être vivant et d'un être mort, comme si la mort était déjà là à corroder, alors que nous sommes vivants, nos existences. L'idée que la mort s'incruste dans les interstices les plus ténus de notre existence, pour la corroder et inquiéter à l'infini, est une idée philosophiquement défendable, mais il me semble que on peut l'inverser, la renverser, en disant que la perspective que la mort est certaine peut au contraire doper notre élan vital avec grâce à l'idée que je mourrai un jour, que nous mourrons un jour, et en faisant rebond sur l'idée de la mort, notre élan vital se trouve en quelque sorte renforcé. Reste qu'un moment doit survenir pour chacun d'entre nous où il n'y aura plus ni présent ni avenir. Un tel moment nous appartient en propre. Nous ne pouvons pas le partager car personne ne mourra à notre place. Chacun de nous aura à mourir sa mort, comme dit Emmanuel Lévinas dans La mort et le temps. D'une certaine façon, le temps nous sépare déjà les uns des autres, ici et maintenant. C'est ce que Tolstoï avait très bien analysé dans son livre magistral La mort d'Ivan Ilitch. Le personnage principal, Ivan Ilitch, atteint d'un cancer de l'intestin, se voit mourir à petit feu et se trouve progressivement séparé des autres, les parents, les proches, les vivants. Il aperçoit ce qui l'entoure comme un vide et il se voit lui-même comme un défi à ce vide. Le vertige où tout finira contamine son rapport au monde. Ainsi, parce qu'il a un terme pour chacun d'entre nous, le temps agit comme un principe d'individuation, comme une puissance destinale, comme une fabrique de l'authenticité du moi. Comme le dit Georges Bataille, dans le halo de la mort, et là seulement, le moi fonde son empire. Fin de citation. Car en face de la mort, un autre que moi ne peut pas être moi. La mort est ma mort. Je me trouve seul face à ce qui constitue le caractère unique de mon destin. Cette solitude occupe une place fondamentale dans l'économie générale de l'être, mais c'était seulement extrême, ce souverainisme dans l'identité par lesquels chacun fait l'expérience de l'impartageable, sont aussi ce qui rend chacun de nous identique à tous les autres, puisque tous nous mourrons. Et donc la mort a ceci de paradoxal qu'elle entremêle l'universel et le singulier, nul n'y échappe et personne ne la partage. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai d'autres choses à dire, mais je crois que je m'étais engagé à parler 12 minutes et elles sont écoulées, donc je m'interromps et je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a.